Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'en profite pour afficher l'Instagram à l'écran afin que vous puissiez m'ajouter et m'envoyer vos nouveaux sujets. Il y a quelques jours, j'ai lu une nouvelle que j'ai particulièrement appréciée. Il s'agit de L'Examen, rédigé en 1954 par l'auteur de science-fiction américain Richard Matheson. On lui doit notamment deux classiques du genre, avec Je suis une légende et L'homme qui rétrécit, deux œuvres qui ont été adaptées par la suite au cinéma. Richard Matheson, c'était également un auteur d'épouvante et il fut le scénariste de la cultissime série La quatrième dimension. L'Examen, c'est une nouvelle qui est assez courte puisqu'on est à peu près sur 40 pages, mais pourtant elle est d'une grande puissance. Et surtout, il faut noter une donnée essentielle, c'est que c'est un texte qui a été écrit dans les années 50 et pourtant il est d'une actualité brûlante. L'histoire de L'Examen prend place aux États-Unis, plus précisément dans la ville de New York, et on est en 2003. Mais il s'agit d'une réalité alternative. On suit le personnage principal de cette aventure qui s'appelle Tom Parker. C'est un vieil homme, il est âgé, il a exactement 80 ans. Tom, il habite chez son fils Leslie. Ce dernier est marié et il a également des enfants. Les deux hommes sont particulièrement stressés parce que Tom Parker doit passer un examen et Leslie lui pose des questions afin qu'il puisse se préparer au mieux. Mais voilà, il y a un problème, Tom Parker n'arrive pas à répondre à des questions qui sont pourtant très simples. Il doit notamment mémoriser une série de nombres, il n'y arrive pas, et il doit également faire des calculs simples de la vie de tous les jours, des calculs d'ordre économique, et là encore, il échoue systématiquement. Les deux hommes sont agacés, ils s'énervent, et là, le lecteur se pose une question. Comment ça se fait que Tom Parker passe un examen? C'est un vieil homme, c'est pas un étudiant, et pourquoi ils sont autant anxieux? C'est pas comme si c'était une question de vie ou de mort. Eh bien si, c'est pourtant le cas. Car en effet, dans l'univers de l'examen, le gouvernement américain a décidé de promulguer la loi suivante. Désormais, toutes les personnes âgées, à partir de l'âge de 70 ans, doivent passer un examen. En cas d'échec, ils sont condamnés à mort via injection létale. En cas de réussite, ils ont un sursis de 5 ans de plus afin de repasser par la suite l'examen. Et le comble du sadisme se situe dans le fait que l'homme ou la femme qui va passer cet examen n'a pas la réponse avant 1 mois. C'est-à-dire qu'il y a un délai de 1 mois afin que l'administration puisse délibérer sur votre sort. Donc c'est particulièrement stressant. Alors on pourrait se demander mais pourquoi le gouvernement américain a décidé de pratiquer un gérontocide par rapport à des personnes âgées qui pourraient échouer cet examen? Eh bien c'est pour résoudre des problématiques qui sont liées, selon le gouvernement américain de la nouvelle, à la surpopulation mondiale. Et l'examen c'est un moyen pour le gouvernement américain de déterminer si la personne âgée est entre guillemets encore utile. Donc c'est pour cette raison que Tom Parker est particulièrement anxieux, surtout qu'il n'arrive pas à répondre aux questions. Après une journée de révision qui a été très éprouvante pour les deux hommes, tout le monde va se coucher. Et c'est à ce moment-là que Leslie a une discussion avec sa femme Terry. Terry, elle lui dit concrètement ce qu'elle pense de la situation. C'est-à-dire qu'elle espère que le père de Leslie, c'est-à-dire Tom, va échouer à l'examen. Pourquoi? Parce que en cas de réussite, ça signifie que Tom Parker va encore vivre 5 ans chez eux et que donc c'est 5 ans aux frais de la princesse. Et ça, Terry, elle ne le supporte plus. Parce que Tom Parker représente un poids économique pour la famille qui est beaucoup trop important. Et même les petits-enfants de Tom Parker en ont strictement rien à foutre de son sort. Leslie, c'est plutôt un lâche, c'est plutôt un pleutre, parce qu'il a le cul entre deux chaises. D'un côté, il aime son père, parce qu'il se souvient des moments où il allait à la pêche avec lui, des longues discussions le soir, mais de l'autre côté, il penche plutôt du côté de sa femme. C'est-à-dire que oui, son père, c'est un poids économique pour la famille, et peut-être que ça serait mieux qu'il échoue à l'examen. Mais on voit quand même tout au long de la nouvelle qu'il est profondément tiraillé entre ces deux possibilités. Le lendemain matin, Leslie décide de se lever plus tôt pour déjeuner avec son père. Tom Parker s'est bien habillé, il porte un magnifique costume, il est bien coiffé, on sent que c'est un homme digne, assez courageux et qui a tout un tas de valeurs. Il faut noter aussi que Tom Parker est chrétien. Les deux hommes discutent et ce qui est très étrange, c'est qu'à aucun moment il n'est question de l'examen, alors que pourtant ça brûle les lèvres de Leslie. Il a envie de parler de cela,
mais pourtant Tom refuse d'aborder cette problématique de l'examen. Tom Parker quitte donc la maison pour aller à l'examen et Leslie décide de ne pas aller travailler parce qu'il est trop en sueur, il stresse beaucoup trop, donc il va essayer de s'occuper toute la journée mais il n'y arrive pas parce qu'il pense constamment à cet examen. Le soir, après une très longue journée d'attente, Tom Parker retourne chez Leslie et il monte directement dans sa chambre. Et son fils, lui, emboîte le pas. Il rentre dans la chambre du vieil homme et il lui pose alors la question fatidique. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il a plutôt un bon ressenti ou pas du tout? Comme dans n'importe quel examen que l'on passe. Et c'est à ce moment-là que Tom Parker dévoile la terrible vérité. En réalité, il ne s'est pas rendu à l'examen. Ce qui veut dire qu'il va être considéré comme défaillant, donc c'est une condamnation à mort d'office. Leslie n'en revient pas de ce qu'il entend parce qu'il comprend que son père est condamné. Mais Tom Parker lui explique pourquoi il ne s'est pas rendu à l'examen. Parce que pour lui, c'est une loi qui est profondément injuste et cruelle et il n'a pas envie de participer à cette dernière. Parce que s'il se rend à l'examen, ça veut dire que tacitement, il accepte les conditions de cette loi. Donc c'est pour ça qu'il ne s'est pas rendu à l'examen en connaissant l'issue, c'est-à-dire le fait qu'il allait mourir de toute façon. Mais Tom Parker, c'est un homme libre, c'est-à-dire qu'il refuse le fait que ce soit l'administration qui donne la décision finale. Et c'est pour cette raison qu'il est allé à la pharmacie acheter des médicaments afin de sauter la vie directement tout seul. Il dit donc adieu à son fils en le serrant dans ses bras et il ferme la porte. La nouvelle se termine avec la phrase suivante qui ne laisse aucun doute sur l'avenir du vieil homme. Je cite « Toute la nuit, ce fut le silence dans la chambre du vieil homme, et encore le lendemain. » Maintenant que j'ai résumé intégralement la nouvelle, il convient d'analyser les thématiques qui sont abordées à l'intérieur de cette dernière. L'idée qui est au cœur de la nouvelle, c'est ce que l'on appelle le malthusianisme. C'est une théorie qui a vu le jour au cours du 19e siècle et qui émane d'un homme, Thomas Malthus, un prêtre anglican et également un économiste. Ce dernier était particulièrement inquiet par rapport à un phénomène, la surpopulation mondiale. Car en effet, Malthus avait compris deux choses. Avec la révolution industrielle, il y allait avoir un développement économique, donc forcément une augmentation de la population, et en parallèle, avec les avancées de la médecine, il y aurait une augmentation de l'espérance de vie et de l'autre côté, une diminution de la mortalité infantile. Donc, par conséquent, du fait de ce développement économique et de l'amélioration des conditions de vie et de la médecine, il y aurait à partir de ce moment-là une augmentation exponentielle de la population mondiale. Mais le souci pour Malthus, il est évident. Nous vivons sur une planète qui contient des ressources limitées et au bout d'un moment, si on est trop nombreux, il y aura un manque au niveau des ressources qui n'auront pas le temps de se renouveler via un cycle naturel normal. C'est-à-dire qu'il faut utiliser une sorte de métaphore, c'est celle du gâteau. Imaginez, vous avez un petit gâteau d'anniversaire, vous êtes 4 personnes, donc vous coupez le gâteau à 4 parts égales. Mais si au bout d'un moment vous êtes 16, 20, voire même 32 et que vous avez toujours un petit gâteau, la part va être de plus en plus petite, voire même quasiment inexistante. Et Malthus avait raison sur un point, en effet, il y a eu une augmentation exponentielle de la population mondiale, puisqu'en 1900 nous étions à peu près 1,5 milliard et désormais en 2023 nous sommes 8 milliards. C'est énorme. Alors aujourd'hui, il y a tout un tas de débats, certains pensent que ça va se stabiliser, d'autres diminuer, voire augmenter, donc on ne sait pas pour le moment, mais dans tous les cas, c'est un nombre qui est juste majeur, surtout avec les ressources limitées en parallèle. Et pour Malthus, vu qu'au bout d'un moment, la population mondiale est beaucoup trop importante, il va y avoir ce qu'il appelle des objections répressives, c'est-à-dire des événements comme des épidémies, des guerres ou bien des famines qui vont réguler la population mondiale. Et pour lui, ce sont des situations qu'il faut absolument éviter parce que ce sont des cataclysmes et ça cause la mort de multiples personnes. C'est pour ça que lui, il souhaite que les gouvernements mettent en place ce qu'il appelle des objections préventives, c'est-à-dire des politiques de contrôle de la natalité. Par exemple, on peut citer la politique de l'enfant unique en Chine qui visait à réguler la population chinoise. Donc Malthus, il souhaite que les gouvernements mettent en place des politiques de ce type afin de réguler leur propre population. Mais le souci, c'est que ça voudrait dire que tous les gouvernements de la planète se mettent d'accord avec des politiques de ce type. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation
où le malthusianisme prend surtout racine en Occident, dans notre civilisation. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas une logique malthusienne à la fois en Afrique, ni même en Asie. Et aujourd'hui, l'argument qui ressort le plus en faveur justement de politiques malthusiennes, notamment en Occident, c'est la question écologique. On le voit avec des jeunes femmes qui décident de se faire ligaturer les trompes parce qu'elles ne veulent pas avoir des enfants car ça représenterait un poids beaucoup trop important pour la planète. Mais aujourd'hui, le malthusianisme a une nouvelle dimension justement avec les problématiques environnementales, où on ne cesse de répéter le fait que nous sommes un poids beaucoup trop important pour la planète et donc il faut diminuer la population, et c'est pour cette raison que certains militants écolos ne veulent pas avoir d'enfants. Mais alors, il est possible de se poser une question. Comment ça se fait que dans une société démocratique libérale, comme c'est le cas dans la nouvelle Examen, il y ait cette loi qui est particulièrement horrible, qui pousse justement à ce que l'on appelle le gérontocide? Eh bien, la réponse est toute simple. C'est parce que en Occident, il y a un malaise autour de la question de la vieillesse. En France ou dans d'autres pays occidentaux, il est très rare de voir dans un seul et même foyer la présence de 3 générations, c'est-à-dire les grands-parents, les parents et les petits-enfants, qui évoluent sous le même toit. Alors que dans des pays plus traditionnels, notamment des pays aussi religieux, il n'est pas rare de voir ces 3 générations vivre sous le même toit. Parce que en réalité, si on demande à des occidentaux pourquoi ils ne veulent pas prendre en charge leurs parents, dans la plupart des cas, souvent ce qui va ressortir, c'est des questions d'ordre pratique et c'est également des questions d'ordre économique. Alors bien entendu, il faut noter une donnée essentielle, c'est qu'en France, il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent tout simplement chez elles et qui arrivent parfaitement à évoluer dans leur domicile sans aucune forme de difficulté, notamment encore avec la présence du couple, etc. Mais en fait, ça correspond à une forme de logique. C'est parce que dans des pays développés, il est possible d'avoir accès à des soins et donc la santé s'est améliorée et il est possible pour des personnes âgées de vivre normalement chez elles sans aucune forme de difficulté, surtout avec les aides à domicile, etc. Mais forcément, la vieillesse implique une dégénérescence, c'est-à-dire une baisse des facultés à la fois motrices, mais également des capacités cognitives. C'est notamment le médecin gallois George Day qui, en 1849, avait rédigé le premier ouvrage qui visait à comprendre les pathologies liées à la vieillesse. Donc plus on devient vieux, plus il y a des difficultés importantes pour vivre en totale autonomie. Mais c'est à ce moment-là que justement les Occidentaux, dans leur grande majorité, refusent la possibilité de prendre en charge leurs parents directement chez eux et que les personnes âgées sont envoyées dans des maisons de repos ou bien même dans des EHPAD. Et on a vu les différents scandales qui ont éclaté ces dernières années au niveau de l'état des EHPAD en France, c'est une honte absolue. C'est-à-dire que beaucoup de familles refusent de vivre avec leurs aînés, notamment pour des questions économiques, mais surtout parce que ça représente un poids. Alors bien entendu, il y a des Français qui connaissent une précarité très importante et ça peut être des difficultés énormes pour eux, mais il y a aussi des gens qui ont les moyens mais qui pourtant refusent de vivre avec leurs aînés. Parce qu'il y a ce malaise dans les sociétés occidentales par rapport à la question de la vieillesse. On a envie de l'occulter, de la mettre de côté, voire de l'envoyer ailleurs. On ne veut pas la voir directement sous nos yeux. Et cette situation, elle est parfaitement illustrée avec le personnage de Terry dans la nouvelle, qui préfère jouir de son économie, acheter des biens matériels, etc., pouvoir avoir un certain confort, que de vivre 5 années de plus avec Tom Parker à la maison. Donc ce qui est terrible, c'est que on va privilégier l'économie ou des questions d'ordre de confort à la place du sentiment, à la place du lien de sang. Pour certains auteurs, l'Occident a un rapport très particulier avec la vieillesse qui est presque paradoxal, voire même schizophrène. C'est ce que souligne le philosophe Robert Redeker dans son ouvrage Bienheureuse vieillesse. Pour lui, en fait, nous sommes dans le paradoxe suivant, c'est-à-dire que nous vivons dans une sorte de gérontocratie. C'est une idée que partage par exemple Emmanuel Todd. L'idée c'est la suivante, c'est que aujourd'hui ce sont surtout les boomers qui vont voter massivement et qui portent au pouvoir tel ou tel président. On l'a vu avec Emmanuel Macron qui a été porté au pouvoir surtout par le vote des boomers. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, les personnes âgées détiennent le pouvoir politique. Même si on peut débattre vraiment de s'ils le détiennent ou non, mais force est de constater que ce sont les personnes âgées
qui ont un poids électoral particulièrement élevé, particulièrement fort, beaucoup plus que les jeunes. Mais pourtant, en parallèle, alors que la vieillesse détient le pouvoir, il y a une forme d'apologie de la jeunesse. C'est-à-dire qu'il y a une négation de la vieillesse, notamment en proposant des produits de beauté qui vont vous rendre beaucoup plus jeune, notamment en gommant les signes de vieillesse dans les publicités, dans tout ce qui relève de l'image. Donc en fait, il y a une sorte de refus de vieillir et on le voit par exemple avec le développement du transhumanisme et certains grands de la tech qui souhaitent justement pouvoir repousser les espérances de vie toujours plus loin. Et vouloir repousser justement cette espérance de vie à des âges juste impressionnants, c'est une négation de la vieillesse. C'est-à-dire vouloir lutter contre cette dégénérescence naturelle, c'est une négation de ce que la vieillesse représente. Et pour Robert Heidegger, ce qui est assez paradoxal, c'est que en fait, c'est pourtant les boomers qui ont ce discours-là de cette éternelle jeunesse, parce que c'est la génération 68, c'est la fin de l'histoire, c'est la dernière génération qui compte vraiment, et le reste, on s'en fout. Il faut également noter qu'il y a une sorte de malaise entre la vieillesse d'un côté et le capitalisme de l'autre. Je m'explique. Le capitalisme est basé sur une idée de production. La population active doit produire afin de créer des richesses. Donc il faut de la productivité. Le problème, c'est que lorsque l'on est âgé, on perd forcément nos facultés, à la fois motrices et cognitives, et par conséquent, on est moins productif. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, on arrive à la retraite. Et le souci, c'est que pour certains auteurs, les personnes âgées ne participent pas vraiment à l'économie, même si ça consomme bien entendu, mais le pouvoir d'achat peut être des fois particulièrement faible, mais surtout la population vieillissante n'est pas dans cette logique de production. Donc ça signifie que la population vieillissante représenterait une forme de poids pour la population active. Et ça, c'est un problème qui inquiète particulièrement un homme que vous connaissez. Il s'agit du tristement célèbre Jacques Attali. Voici une citation de Jacques Attali qui est issue de son livre L'avenir de la vie. Je le cite. « Mais dès qu'on dépasse 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit, et il coûte alors cher à la société. Du point de vue de la société, il est préférable que la machine humaine s'arrête brutalement qu'elle ne se détériore progressivement. » On voit que dans cette citation, Jacques Attali a choisi avec cynisme son vocabulaire, c'est-à-dire qu'il extrait les personnes âgées de la société. Il n'a pas employé le terme de population active, c'est-à-dire que pour Jacques Attali, en fait, en quelque sorte, les personnes âgées ne font pas partie de la société parce qu'il ne les voit que par le biais d'un prisme purement économique. Cependant, il convient de ne pas tomber dans un piège qui est le suivant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun État qui a décidé de mettre en place une politique gérontocide comme on le retrouve dans la nouvelle L'Examen. Ça, on est bien d'accord avec cette idée. Mais souvent, chez les auteurs de science-fiction, il y a une volonté d'exagération. Et cette exagération, elle est voulue parce que c'est un moyen d'alerter la population sur un sujet précis. En fait, ce que Richard Matheson veut montrer avec sa nouvelle L'Examen, c'est que même dans des démocraties libérales, il peut y avoir des lois particulièrement liberticides ou qui violent la notion d'éthique. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu des exemples de gérontocide ou d'États qui ont décidé de mettre en place des politiques assez similaires à celle qui est présente dans L'Examen? On peut citer un État, il s'agit de l'Allemagne dans les années 30, je pense que vous avez tous saisi de quoi je veux parler, et c'était la tristement célèbre loi T4. Une loi particulièrement abjecte qui visait justement à éliminer les personnes qui pouvaient représenter un poids pour la société allemande de l'époque. Et même au sein de la société allemande, c'est une loi qui a soulevé de multiples polémiques et c'est pour ça qu'au final, elle a été mise de côté. Bien sûr, l'un des sous-thèmes que l'on retrouve dans L'Examen, c'est la question de l'euthanasie, même si dans L'Examen, il s'agit d'une euthanasie involontaire. Mais on peut quand même aborder cette problématique, sachant que en France, ça va devenir un sujet qui va prendre de l'ampleur, puisque Emmanuel Macron souhaite mettre en place un projet de loi sur l'euthanasie d'ici la fin de son second mandat. Alors il est aujourd'hui difficile de parler de ce sujet concrètement parce qu'on ne sait pas à quoi va ressembler cette future loi, mais je suis plutôt de mon point de vue mal à l'aise avec la question de l'euthanasie ou du S assisté. Alors bien sûr je comprends tout à fait les gens qui sont pour cette loi et ils ont des arguments
qui sont entendables, mais de mon côté, j'ai les miens. Et je vais vous en donner deux qui expliquent pourquoi je suis contre la possibilité de l'élargissement des lois qui sont déjà existantes. Souvent, la problématique majeure avec ces lois sociétales, c'est qu'il y a toujours un élargissement de ce qui était prévu à la base. C'est-à-dire qu'au début, il y a des arguments qui sont largement audibles sur un sujet précis, avec un cahier des charges bien défini, mais avec le temps, on finit par faire sauter certaines digues. C'est-à-dire que, par exemple, on peut imaginer qu'au départ, l'euthanasie va être limitée à un cadre bien précis, c'est-à-dire des personnes en fin de vie avec des maladies incurables et qui souffrent le martyre, mais de l'autre côté, on peut imaginer qu'avec le temps, il va y avoir des pressions pour que, au final, ça soit plus dans des cas de fin de vie, que ça implique pas forcément des douleurs physiques importantes, qu'il n'y ait pas de maladies incurables en parallèle, etc., etc. Et on peut citer par exemple la Belgique où là-bas on peut recourir au S assisté même lorsque l'on est jeune à condition de souffrir de pathologies psychologiques particulièrement lourdes. Et la question que l'on peut se poser légitimement c'est est-ce qu'il est sain pour une civilisation de décider de pratiquer le S assisté pour des jeunes qui ont la vingtaine, même si ça reste des cas exceptionnels. Donc le risque c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours le projet de loi de base et avec le temps un élargissement de ce que la loi prévoyait à l'origine. On peut également aborder une autre problématique, c'est le fait que les médecins font ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate et dans le serment d'Hippocrate, il est demandé aux praticiens de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour sauver la vie de leurs patients. Alors certains pourraient dire que le fait de pratiquer une euthanasie c'est un moyen de soulager et de libérer la personne, mais de mon point de vue personnel, ce n'est pas la soigner. Et c'est pour ça que certains avancent la possibilité que ça pourrait être la personne qui souffre de la pathologie ou bien qui souhaite pratiquer le S assisté qui appuie sur le bouton qui va lui causer sa mort. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, à partager et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc, ciao les barons.